C'était avec un de ces samedis après-midi qui sentent l'herbe fraîchement coupée et les vacances d'été, le genre de journée dont les parents se souviennent plus tard, quand ils essaient de comprendre comment tout a pu si mal tourner. Rachel Hartley se tenait devant l'évier de sa cuisine, pliant un panier de serviettes encore chaudes du sèche-linge. Les fenêtres étaient ouvertes. Une brise traversait la maison, apportant avec elle le son lointain d'une tondeuse à gazon et l'aboiement occasionnel d'un chien à 2 rues de là. À travers la moustiquaire, Rachel pouvait voir sa fille dans le jardin de devant. Emma avait 7 ans, petite pour son âge, avec des cheveux châtain clair attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle était à genoux dans l'allée, dessinant quelque chose à la craie, des fleurs violettes et jaunes peut-être, ou un arc-en-ciel. Rachel ne regarda pas de près. Elle n'en avait pas besoin. Emma était juste là, à 5 mètres, fredonnant pour elle-même de cette manière absente et fausse que les enfants ont lorsqu'ils sont perdus dans leur propre petit monde. Rachel avait déjà vérifié 2 fois qu'elle allait bien au cours des 10 dernières minutes. C'était un instinct, un coup d'œil à travers la porte, un balayage rapide du jardin et retour à la lessive. Tout allait bien, tout était normal. À 14h47, Rachel regarda de nouveau. Elle vit les baskets roses d'Emma au bord de l'allée, les pointes tournées vers la rue. La craie était encore éparpillée sur le béton. La brique de jus d'Emma reposait sur la marche du porche, de la condensation perlant sur le carton. Rachel retourna à ses serviettes. 5 minutes plus tard, elle regarda de nouveau. Les baskets étaient toujours là. La craie était toujours là. Mais Emma n'y était pas. Rachel se figea. Ses mains s'immobilisèrent sur la serviette qu'elle pliait. Elle fixa la moustiquaire, son cerveau fonctionnant au ralenti, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait, ou plutôt à ce qu'elle ne voyait pas. Elle se dit qu'Emma avait fait le tour de la maison, ou qu'elle était peut-être allée voir le chat du voisin. Les enfants faisaient ça. Ils vagabondaient, ils se laissaient distraire. Mais quelque chose se serra dans la poitrine de Rachel. Elle laissa tomber la serviette et se dirigea vers la moustiquaire. Puis elle la poussa et sortit sur le porche. La chaleur de l'après-midi lui frappa le visage. La rue était calme, vide. Emma, sa voix sortit plate, pas encore inquiète, juste interrogative. Pas de réponse. Emma, ma chérie, où es-tu? Toujours rien. Rachel descendit les marches du porche pieds nus, son cœur commençant à s'accélérer. Elle s'avança dans l'allée, ses yeux balayant le jardin, le trottoir, la rue. Elle regarda vers la maison du voisin. Elle regarda vers le coin de la rue. Elle appela de nouveau le nom d'Emma, cette fois plus fort. Silence. Et puis, quelque chose se brisa en Rachel. Le calme vola en éclats. Elle se mit à courir. Elle courut dans la rue, sa voix s'élevant, se brisant, se transformant en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hurla le nom d'Emma. Elle le hurla encore et encore, ses pieds nus claquant contre le bitume, son souffle court et paniqué. Des portes commencèrent à s'ouvrir. Des voisins sortirent sur leur porche, plissant les yeux sous le soleil, confus. Madame Brennan, de l'autre côté de la rue, arriva en hâte, les mains encore mouillées de vaisselle. Monsieur Kowalski, un homme plus âgé qui vivait 2 maisons plus loin, s'avança dans la rue avec sa canne. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Madame Brennan, la voix tendue par l'alarme. « Emma !» haleta Rachel. « Elle a disparu. Elle était juste là. Elle était juste là et maintenant elle n'y est plus. » En quelques minutes,
Tout le pâté de maison s'était vidé. Les gens se déplaçaient dans les jardins, appelant le nom d'Emma, vérifiant derrière les buissons, regardant sous les porches. Quelqu'un courut au parc à 3 rues de là. Un autre vérifia le ruisseau derrière l'école primaire. La recherche se propagea comme une onde, rapide et frénétique, alimentée par l'adrénaline et la peur partagée et tacite que quelque chose de terrible était arrivé. À 15h15, quelqu'un appela les secours. La voix de l'opératrice était calme, professionnelle. Elle demanda une description. Rachel pouvait à peine parler. Elle répétait sans cesse les mêmes choses. 7 ans, cheveux châtain clair, t-shirt rose, basket rose. Elle était juste là. Elle était juste là. La première voiture de police arriva à 15h22, puis une autre. À 15h45, 6 véhicules de patrouille étaient garés le long de la rue, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant contre le revêtement blanc des maisons. Les agents se déplaçaient par deux dans le quartier, frappant aux portes, posant des questions, prenant des notes. Ils fouillèrent la maison des Hartley de fond en comble, les placards, le sous-sol, le garage. Ils fouillèrent le jardin, la remise, les propriétés des voisins. Le père d'Emma, Tom Hartley, était au travail quand c'est arrivé. Il était chef d'équipe dans une usine à 40 minutes de là. Quand il reçut l'appel, il ne posa pas de questions. Il partit, tout simplement. Il conduisit jusqu'à la maison, les mains crispées sur le volant, l'esprit vide de terreur. Quand il tourna dans sa rue et vit les voitures de police, les voisins debout en petits groupes, Rachel assise sur les marches du porche, le visage dans les mains, il sut. Il sut avant même que quiconque ne dise un mot. À 16h30, la recherche s'était étendue au-delà du quartier. La police fit venir une unité canine. Le chien sentit l'odeur d'Emma dans l'allée, la suivit jusqu'au trottoir, puis s'arrêta au bord de la chaussée. Le maître chien dit que la piste était devenue froide. Cela ne signifiait qu'une chose. Emma ne s'était pas égarée. Elle avait été enlevée. Quelqu'un l'avait fait monter dans un véhicule et était parti. Le mot enlèvement n'était pas encore utilisé, pas officiellement, mais tout le monde y pensait. À 18h, le soleil commençait à décliner. Les groupes de recherche étaient toujours dehors, peignant les bois à la lisière de la ville, vérifiant les bâtiments abandonnés, frappant aux portes à des kilomètres de la maison des Hartley. Rachel était assise à la table de sa cuisine, le regard vide, tandis qu'un détective nommé Alan Marsh lui posait les mêmes questions encore et encore. À quelle heure avez-vous vu Emma pour la dernière fois? Avez-vous vu quelqu'un dans la rue? Des voitures que vous ne reconnaissiez pas? Quelqu'un agissant étrangement? Rachel répondait d'une voix monotone. Elle ne pouvait plus pleurer. Elle se sentait vide. Tom était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. Il demandait sans cesse ce qu'il pouvait faire. Le détective lui dit de rester calme, de rester disponible et de les laisser travailler. Mais Tom ne tenait pas en place. Toutes les quelques minutes, il se levait, faisait les 100 pas, puis se rasseyait. Il se sentait inutile, impuissant. À 20h, le visage d'Emma était aux informations locales, une photo de classe prise plus tôt cette année. Elle souriait, une de ses dents de devant manquantes. La voix de la présentatrice était sombre en lisant les détails. Millbrook, Pennsylvanie, 7 ans. Vu pour la dernière fois à 14h47.
Si vous avez des informations, veuillez appeler le numéro à l'écran. Les signalements commencèrent à affluer presque immédiatement. Des gens appelant pour dire qu'ils avaient vu une camionnette suspecte, un homme rôdant près du parc, une voiture roulant trop lentement dans une rue résidentielle. La police vérifia chacun d'entre eux. La plupart ne menaient nulle part. À minuit, les recherches avaient ralenti. Les volontaires furent renvoyés chez eux. Les rues redevinrent calmes, mais la peur, elle, restait. Elle flottait dans l'air comme de la fumée. Les parents verrouillèrent leurs portes. Ils allèrent voir leurs enfants au milieu de la nuit. Ils regardèrent par leurs fenêtres et se demandèrent qui, parmi eux, avait fait ça. Car dans une ville de 147 habitants, où tout le monde connaissait tout le monde, quelqu'un devait savoir quelque chose. Rachel Hartley ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit sur le lit d'Emma, serrant l'une de ses peluches, fixant les murs couverts de dessins au crayon. Elle rejouait l'après-midi dans sa tête, encore et encore, cherchant le moment qu'elle avait manqué, le moment où elle aurait pu l'arrêter, le moment où elle aurait dû regarder. Et au fond de son esprit, une question se forma, une qu'elle ne pouvait pas chasser, peu importe ses efforts. Emma était-elle encore en vie? Le temps pressait, et toutes les personnes impliquées le savaient. Dans les cas d'enfants disparus, les 48 premières heures sont cruciales. Après cela, les statistiques s'assombrissent, les chances diminuent, les issues deviennent plus difficiles à évoquer. Le dimanche matin, moins de 24 heures après la disparition d'Emma Hartley, l'enquête avait déjà pris une ampleur que Millbrook n'avait jamais connue. Le FBI arriva juste après l'aube. 3 agents en costume sombre qui installèrent un poste de commandement dans le gymnase du lycée. La police locale continuait de quadriller le quartier, mais elle disposait désormais du soutien fédéral, des ressources, des bases de données, des analystes comportementaux spécialisés dans les enlèvements d'enfants. Le détective Alan Marsh n'avait pas dormi. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise froissée, mais il se déplaçait avec détermination. Il avait déjà travaillé sur des cas de personnes disparues, mais jamais un enfant, jamais dans une ville aussi petite, jamais avec une telle pression. Les lignes téléphoniques sonnaient constamment. Les signalements affluaient et jusqu'à présent, aucun n'avait mené quelque part. Les chiens de recherche avaient été amenés le samedi soir, 2 bergers allemands entraînés à la détection de cadavres et au pistage. Ils avaient commencé dans le jardin des Hartley, là où Emma avait été vue pour la dernière fois. Le chien de tête, une femelle nommée Sadie, capta immédiatement l'odeur. Elle se déplaça de l'allée au trottoir, le nez au ras du sol, son maître chien la suivant de près. Elle suivit l'odeur d'Emma dans la rue, passant devant 3 maisons, devant la boîte aux lettres des Kowalski, devant l'orme où les enfants attachaient parfois leur vélo, puis elle s'arrêta. Elle tourna en rond près du trottoir, reniflant le bitume, l'herbe, le bord d'un fossé de drainage qui longeait la route. Elle gémit, frustrée. Son maître chien lui laissa plus de temps, mais le résultat ne changea pas. L'odeur se terminait là, s'arrêtait net, comme si Emma s'était évaporée. Le maître chien regarda le détective Marsh et secoua la tête. Cela ne signifiait qu'une chose. Emma avait été mise dans un véhicule. Quiconque l'avait prise s'était garé juste là, peut-être pour moins d'1 minute, puis était parti. C'était rapide, c'était planifié, et cela s'était produit en plein jour dans une rue résidentielle calme. Le dimanche après-midi,
Les détectives avaient interrogé chaque personne dans un rayon de 800 mètres autour de la maison des Hartley. Ils frappaient aux portes, posaient les mêmes questions, prenaient des notes et cherchaient des incohérences. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel samedi? Des voitures que vous ne reconnaissiez pas? Quelqu'un se promenant dans le quartier qui n'avait rien à y faire? Les réponses étaient toutes les mêmes. Non. Rien. C'était juste un samedi normal. Madame Callahan, une femme âgée qui vivait juste en face des Hartley, raconta aux enquêteurs qu'elle était dans sa cuisine vers 14h50 quand elle avait entendu une portière de voiture claquer. Elle n'avait pas regardé par la fenêtre. Elle dit que les portières claquaient tout le temps dans le quartier, des gens rentrant chez eux, partant faire des courses, récupérant des enfants. Cela ne l'avait pas marquée. Elle n'avait pas vu la voiture. Elle ne savait même pas si c'était lié. Mais le moment correspondait 14h50, 3 minutes après que Rachel eut vu Emma pour la dernière fois. Les détectives insistèrent pour plus de détails. Était-ce une porte lourde, légère, le son d'un camion ou d'une berline? Y avait-il eu un bruit de moteur après? Madame Callahan ne pouvait pas le dire. Elle n'avait pas fait attention. Elle aurait aimé. Elle le répéta plusieurs fois. Elle aurait aimé regarder. Elle aurait aimé voir quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. La maison des Hartley fut de nouveau fouillée le dimanche, cette fois plus minutieusement. Les agents du FBI passèrent en revue chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir. Ils vérifièrent le grenier, le sous-sol, le vide sanitaire sous le porche arrière. Ils ne cherchaient pas Emma, pas vraiment. Ils cherchaient des preuves, tout ce qui pourrait suggérer que la famille était impliquée. C'était la procédure standard et Tom et Rachel le comprenaient. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Ils restèrent dans l'allée pendant que des étrangers fouillaient la chambre de leur fille, leur vie privée mise à nu pour inspection. Tom Hartley répondit à toutes les questions des détectives. Il fournit son horaire de travail, ses relevés téléphoniques, les noms de ses collègues. Il avait été à l'usine toute la journée de samedi, avait pointé à 7 heures du matin et n'était parti qu'après l'appel à 15h18. Des dizaines de personnes pouvaient le confirmer. Son alibi était solide. L'alibi de Rachel était moins clair, mais seulement parce qu'elle avait été seule à la maison. Elle avait plié le linge, surveillé Emma, préparé le déjeuner, regardé une partie d'un talk show à la télévision. Personne pour corroborer son histoire, sauf Emma, et Emma avait disparu. Rachel savait ce que cela impliquait. Elle savait qu'elle était une suspecte, même si personne ne le disait à voix haute. Alors, quand le FBI lui demanda de passer un test polygraphique, elle accepta immédiatement. Elle le voulait. Elle avait besoin qu'il sache qu'elle n'avait rien à cacher. Tom en passa un aussi. Ils s'assirent tous les deux dans des pièces séparées au poste de police le lundi matin, branchés à des machines qui mesuraient leur battement de cœur, leur respiration, leur transpiration. L'examinateur leur posa des questions d'un ton plat et sans émotion. Avez-vous fait du mal à votre fille? Savez-vous où se trouve votre fille? Êtes-vous impliqué dans la disparition de votre fille? Tous deux réussirent. Aucune tromperie détectée. Les résultats ne les disculpaient pas entièrement. Les polygraphes n'étaient pas parfaits et les enquêteurs le savaient. Mais cela déplaça l'attention vers l'extérieur. Si les parents n'étaient pas impliqués, alors quelqu'un d'autre l'était. Quelqu'un du quartier, quelqu'un de proche. Des groupes de volontaires sortaient tous les jours. Des centaines de personnes peignaient les bois à la lisière de la ville, vérifiaient les fossés, fouillaient les granges
et les remises abandonnées. Ils affichèrent des avis de recherche sur chaque poteau téléphonique, chaque vitrine, chaque panneau d'affichage, dans un rayon de 80 kilomètres. Le visage d'Emma était partout. Les nouvelles locales faisaient le point chaque soir. L'histoire commença à être reprise par les chaînes régionales, puis nationales. Des gens dans tout l'État parlaient de la petite fille qui avait disparu de son jardin, mais personne ne l'avait vue. Personne n'avait de réponse. Mardi, la frustration s'installait. Les détectives suivaient des dizaines de pistes, mais la plupart étaient des impasses. Quelqu'un signala avoir vu une camionnette blanche près de l'école primaire. Les enquêteurs la retrouvèrent. Elle appartenait à un plombier qui travaillait sur un chantier à 5 kilomètres de là. Quelqu'un d'autre signala un homme suspect dans une station-service. Il s'avéra que c'était un chauffeur de camion de passage qui n'avait rien à voir avec Millbrook. Chaque piste s'évanouissait. Chaque porte se fermait. Et puis il y avait Dale Pruitt. Il vivait 3 maisons plus loin que les Hartley, dans une petite maison de plein pied, à la peinture écaillée et aux haies envahissantes. Il avait 53 ans, célibataire, pas d'enfant. Il travaillait à temps partiel dans une quincaillerie et restait dans son coin. Les gens du quartier le connaissaient, mais pas bien. Il n'allait pas aux fêtes de voisins. Il ne discutait pas avec les autres. Il tondait sa pelouse et rentrait chez lui. Quand les détectives frappèrent à sa porte le dimanche après-midi, il répondit en t-shirt et jean taché, clignant des yeux au soleil comme s'il n'était pas sorti depuis des jours. Ils lui posèrent les mêmes questions qu'à tout le monde. « Étiez-vous chez vous samedi? Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? » Pruitt dit qu'il avait été chez lui toute la journée. Il avait travaillé sur un projet dans son garage. Il n'avait rien entendu, rien vu. Il semblait nerveux, se balançant d'un pied sur l'autre, évitant le contact visuel. L'un des détectives lui demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil à sa propriété, juste pour écarter toute possibilité. Pruitt se raidit. Il dit « Non, pas sans mandat ». Cela attira leur attention. La plupart des gens coopéraient, la plupart voulaient aider. Mais Pruitt ferma la porte et retourna à l'intérieur. Les détectives commencèrent à enquêter plus attentivement sur lui. Ils consultèrent son casier judiciaire. Il était vierge. Pas d'arrestation, pas d'accusation, même pas une amende pour excès de vitesse. Ils parlèrent à ses collègues de la quincaillerie. Tout le monde dit la même chose. Il était calme, réservé, faisait son travail et rentrait chez lui. Personne ne savait grand-chose sur lui. Personne n'était jamais entré dans sa maison. Ils parlèrent à ses voisins. Madame Brennan dit que Pruitt avait toujours été un peu étrange. Il ne répondait pas quand on le saluait. Il fixait parfois les gens. Elle l'avait surpris plus d'une fois à regarder par sa fenêtre tard le soir. Mais cela ne voulait rien dire, n'est-ce pas? Les gens avaient le droit d'être étranges. Être étrange n'était pas un crime. Pourtant, les détectives ne pouvaient se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Le refus de Pruitt de les laisser fouiller sa propriété les marqua. Son alibi faible, seul dans son garage, personne pour le confirmer, les marqua. Son attitude nerveuse les marqua. Le mercredi, ils retournèrent chez lui avec un mandat. Pruitt ouvrit de nouveau la porte, mais cette fois, son visage était crispé, en colère. Il ne dit rien. Il s'écarta simplement et les laissa entrer. La perquisition dura 3 heures. Les détectives passèrent en revue chaque pièce, chaque tiroir, chaque recoin de la maison. Ils vérifièrent le garage, la remise dans le jardin, le vide sanitaire sous la maison.
Ils cherchaient n'importe quoi, une preuve de la présence d'Emma, des signes de lutte, quelque chose qui n'était pas à sa place. Ils ne trouvèrent rien. Pas d'Emma, pas de vêtements, pas de sang, aucun signe qu'un enfant ait jamais été là. La maison de Pruitt était en désordre, mais pas suspecte. De vieux journaux empilés dans un coin, des outils éparpillés sur un établi, un projet de menuiserie à moitié terminé dans le garage. C'était la maison d'un homme solitaire et excentrique, rien de plus. Mais la suspicion ne disparut pas. Elle persistait. Les détectives gardèrent Pruitt sur leur liste. Ils continuèrent de le surveiller, car dans une affaire comme celle-ci, sans piste, sans témoin et sans preuve, il fallait considérer tout le monde. Et parfois, la personne qui semblait la plus déplacée était exactement celle qu'il fallait surveiller. À la fin de la première semaine, l'enquête était au point mort. Emma Hartley était toujours portée disparue, et personne n'avait la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait. Raconter cette histoire a nécessité des semaines de recherche, de recoupement de dossiers et de vérification de chaque détail douloureux. Si cette affaire vous a ému ou si vous pensez que ces histoires doivent être entendues, veuillez vous abonner et laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien est ce qui nous fait avancer et nous aide à découvrir d'autres vérités enfouies depuis trop longtemps. Maintenant, revenons à l'affaire. L'urgence initiale qui avait saisi Millbrook durant ses premiers jours désespérés commença à s'estomper alors que l'été laissait place à l'automne. Le poste de commandement dans le gymnase du lycée fut démantelé. Les agents du FBI retournèrent à leur bureau. Les camions de télévision remballèrent et partirent. Le visage d'Emma Hartley était toujours affiché sur les poteaux téléphoniques de la ville, mais le papier avait commencé à se corner sur les bords, l'encre s'estompant au soleil. En août, 3 mois après la disparition d'Emma, l'enquête s'était resserrée sur un seul suspect, Dale Pruitt. Tout commença avec les chiens spécialisés dans la détection de cadavres. Fin juillet, les enquêteurs firent appel à une unité canine spécialisée entraînée à détecter l'odeur de restes humains. Ils avaient systématiquement inspecté les propriétés près de la maison des Hartley, vérifiant les jardins, les remises, les zones boisées, partout où un corps aurait pu être caché. Lorsqu'ils atteignirent la maison de Pruitt, l'un des chiens marqua un arrêt près de la limite de la propriété, près d'une parcelle de terre retournée le long de la clôture arrière. Le maître chien le signala immédiatement. Les détectives arrivèrent dans l'heure. Ils bouclèrent la zone et firent venir une équipe de la police scientifique. Le sol fut soigneusement excavé, tamisé, examiné. Ils creusèrent jusqu'à 1 mètre de profondeur, puis 1,20 m. Ils utilisèrent un géoradar pour détecter d'éventuelles anomalies sous la surface. Ils ne trouvèrent rien, ni corps, ni os, ni tissu, aucune preuve que quoi que ce soit y ait jamais été enterré. Le maître chien expliqua que les chiens renifleurs de cadavres réagissaient parfois à de vieux restes d'animaux, à de la faune en décomposition ou même à certains types d'engrais. Ce n'était pas une science exacte, mais le mal était fait. Le nom de Dale Pruitt était désormais lié de manière permanente à la disparition d'Emma Hartley, et aux yeux de la communauté, il était coupable. Les enquêteurs obtinrent un autre mandat de perquisition. Cette fois, ils retournèrent sa maison. Ils arrachèrent des pans de moquette, vérifièrent sous le plancher, démontèrent de la plomberie à la recherche de traces de sang. Ils saisirent son ordinateur, ses relevés téléphoniques, sa voiture. Les techniciens de la police scientifique
passèrent chaque centimètre de son garage au luminol, cherchant des preuves biologiques qui auraient été nettoyées. Encore une fois, ils ne trouvèrent rien. Pas d'ADN, pas de cheveux, aucun signe qu'Emma ait jamais été à l'intérieur de la maison ou du véhicule de Pruett. L'historique de son ordinateur n'avait rien de remarquable. Des sites d'actualité, des catalogues de quincaillerie, quelques forums sur le travail du bois. Rien d'illégal, rien de suspect, rien qui ne puisse donner aux enquêteurs un motif pour l'arrêter. Mais Pruett savait ce qui se passait. Il savait ce que cela laissait paraître. Il savait que même sans preuve, les gens s'étaient déjà fait leur opinion. Lorsque les enquêteurs se présentèrent à sa porte pour la 3e fois, demandant à l'interroger de nouveau, il leur annonça qu'il ne dirait plus un mot. Il avait engagé un avocat, un commis d'office du chef-lieu du comté, qui lui conseilla de cesser de coopérer. Pruett suivit ce conseil. Il cessa de répondre aux questions. Il cessa d'ouvrir sa porte. Il resta à l'intérieur, rideau tiré, tandis que la ville se retournait contre lui. Pruett n'étant plus coopératif et sans aucune preuve matérielle, les enquêteurs furent contraints d'explorer d'autres théories. Peut-être que le coupable ne venait pas du voisinage. Peut-être était-ce un vagabond, quelqu'un de passage à Millbrook qui avait vu une opportunité et l'avait saisie. Les enquêteurs épluchèrent les dossiers des délinquants sexuels dans un rayon de 150 km. Ils croisèrent les noms avec les contrôles routiers, les reçus de station-service, tout ce qui pourrait placer un suspect dans la région le 14 juin. Rien ne correspondait. Une autre théorie fit surface. Un litige pour la garde d'enfants. Parfois, les enlèvements étaient commis par des parents n'ayant pas la garde ou des membres de la famille éloignés. Mais Tom et Rachel n'avaient jamais été séparés. Ils étaient mariés depuis 9 ans. Aucun antécédent de violence domestique. Pas de bataille pour la garde. Les 2 pères de grands-parents avaient été interrogés et innocentés. Personne dans la famille n'avait de mobile. Puis il y avait la possibilité que personne ne voulait envisager à voix haute qu'Emma n'ait pas été enlevée du tout, qu'elle se soit éloignée, peut-être en suivant un chien errant, peut-être en poursuivant un papillon, et qu'elle se soit perdue dans les bois, qu'elle soit tombée dans le ruisseau qui coulait derrière l'école primaire et se soit noyée, que son corps soit quelque part, caché par la nature plutôt que par une intention malveillante. Des plongeurs furent appelés pour fouiller le ruisseau. Ils travaillèrent en équipe, progressant méthodiquement dans l'eau froide et trouble, vérifiant sous les rochers, draguant les bassins plus profonds. Ils cherchèrent pendant 2 jours. Ils trouvèrent de vieux pneus, des chariots de supermarché rouillés, un cadre de vélo à moitié enfoui dans la vase. Ils ne trouvèrent pas Emma. En décembre 2003, 6 mois après la disparition d'Emma, l'affaire était toujours ouverte, mais n'avançait guère. Les signalements s'étaient raréfiés. Les enquêteurs suivaient moins de 3 pistes par semaine, et la plupart provenaient de personnes rapportant de vieilles intuitions ou des rêves qu'elles avaient faits. Les groupes de recherche bénévoles avaient cessé leurs activités. Les avis de recherche avaient été retirés ou recouverts par de nouvelles affiches pour des animaux perdus ou des vide-greniers. Le 9 décembre, pour le 8e anniversaire d'Emma, Rachel et Tom Hartley organisèrent une veillée aux chandelles sur la place de la ville. Environ 70 personnes se présentèrent, principalement des voisins et des amis, tenant des bougies dans le froid pendant que Rachel, debout derrière un petit pupitre, essayait de parler. Elle parvint à prononcer 2 phrases avant que sa voix ne se brise. Tom prit le relais
lisant une déclaration préparée, demandant à quiconque détenant des informations de se manifester. Ses mains tremblaient en tenant le papier. La veillée dura 20 minutes. Quand ce fut terminé, les gens étreignirent les Hartley et rentrèrent chez eux. La vie continua. Rachel ne dormait plus. Elle avait perdu du poids, 7 kilos, puis 10. Elle restait assise dans la chambre d'Emma pendant des heures, sans bouger, sans parler, juste à fixer les animaux en peluche alignés sur le lit. Son thérapeute lui diagnostiqua une dépression clinique sévère et lui prescrivit des médicaments, mais Rachel les prenait à peine. Elle disait qu'il la rendait insensible. Et elle ne voulait pas être insensible. Elle voulait tout ressentir, parce que si elle arrêtait de ressentir, cela signifierait qu'elle avait abandonné. Et elle ne pouvait pas abandonner, pas pour Emma. Tom gérait la situation différemment. Il ne tenait pas en place. Il ne supportait pas d'être dans la maison. Il se lança à corps perdu dans le militantisme pour que le nom d'Emma reste dans l'œil du public. Il apparut dans les journaux télévisés locaux, puis régionaux. Il contacta des émissions sur les faits divers, des chaînes nationales, quiconque voudrait bien l'écouter. Il donna des interviews pour des podcasts, écrivit des lettres à des journalistes, publia des mises à jour sur les premiers forums Internet dédiés aux enfants disparus. Il avait besoin de croire que quelqu'un, quelque part, savait quelque chose. Que s'il continuait à parler, à insister, la bonne personne verrait le visage d'Emma et se souviendrait. Peut-être l'avait-il vue dans une station-service. Peut-être avait-il croisé une voiture sur l'autoroute et remarqué une petite fille sur la banquette arrière qui avait l'air effrayée. Peut-être qu'il n'avait pas pensé que c'était important à l'époque, mais que maintenant, en revoyant l'histoire, il réaliserait que ça l'était. Tom avait besoin de croire qu'Emma était toujours là, quelque part, car l'alternative était insupportable. La ville, lentement et silencieusement, commença à tourner la page. Les gens cessèrent d'évoquer le sujet dans les conversations. La maison des Hartley ne recevait plus de plats préparés ni de cartes de sympathie. Les parents surveillaient toujours leurs enfants d'un peu plus près, mais la peur aiguë s'était estompée. La vie devait continuer. Les factures devaient être payées. Les enfants devaient aller à l'école. Le monde continuait de tourner, même quand on avait l'impression qu'il ne le devrait pas. Mais Dale Pruitt, lui, ne pouvait pas tourner la page. Il était piégé, même sans accusation, même sans preuve. Il avait été condamné par le tribunal de l'opinion publique. Ses voisins ne le regardaient plus. Quand il allait à l'épicerie, les gens chuchotaient. Quand il marchait jusqu'à sa boîte aux lettres, les voitures ralentissaient et les regards s'attardaient. Quelqu'un avait peint à la bombe « Tueur d'enfants » sur la porte de son garage, en lettres rouges d'1 mètre de haut. Ses fenêtres de devant furent brisées 2 fois le même mois. Il le signala à la police, mais celle-ci ne semblait pas particulièrement motivée pour enquêter. Pruitt commença à recevoir des appels téléphoniques au milieu de la nuit. Des respirations lourdes, des menaces. Quelqu'un lui dit qu'ils allaient brûler sa maison avec lui à l'intérieur. Un autre dit qu'il savait où il travaillait et qu'il viendrait le chercher. Pruitt cessa de répondre au téléphone. Il ne sortait plus, sauf en cas d'absolue nécessité. En mars 2005, près de 2 ans après la disparition d'Emma, Dale Pruitt déménagea. Il ne dit à personne où il allait. Il ne dit au revoir à personne. Il chargea ses affaires dans un camion de location au milieu de la nuit et partit. Au matin, sa maison était vide. Certains à Millbrook y virent la preuve de sa culpabilité. Les innocents ne fuient pas. Mais d'autres firent remarquer qu'il n'avait été accusé de rien. Il n'avait pas été arrêté.
Il était juste un homme qui vivait au mauvais endroit au mauvais moment, et la ville l'avait détruit pour ça. Quoi qu'il en soit, il était parti. En 2007, 4 ans après la disparition d'Emma Hartley, l'affaire était devenue une affaire non résolue. L'inspecteur Alan Marsh avait pris sa retraite. Le FBI était passé à d'autres cas. Le dossier reposait dans une salle d'archives au poste de police, rangé dans une boîte avec des dizaines d'autres prenant la poussière. Officiellement, l'affaire était toujours ouverte. Techniquement, elle pouvait être rouverte à tout moment si de nouvelles preuves apparaissaient, mais aucune nouvelle preuve n'apparut. Emma Hartley avait disparu, et personne ne savait où. Personne ne savait pourquoi. Personne ne savait si elle était encore en vie ou si elle était morte le jour même de sa disparition. Les Hartley n'avaient plus que des questions et l'attente, terrible et infinie. Rachel cessa de quitter la maison. Tom continua à donner des interviews, mais de moins en moins de gens l'appelaient. L'histoire avait été racontée. Il n'y avait plus rien de nouveau à dire. Millbrook redevint une petite ville tranquille. Population 47 habitants. Un endroit où rien de mal n'était censé arriver, sauf que c'était arrivé, et tout le monde le savait, et personne ne pouvait l'oublier, malgré tous les efforts. 20 ans passèrent. L'affaire Emma Hartley disparut des gros titres, enterrée sous de nouvelles tragédies, de plus récents mystères. Les avis de recherche furent retirés. Les veillées cessèrent. Millbrook continua de grandir, lentement, comme le font les petites villes. De nouvelles familles s'installèrent, d'anciennes partirent. La maison où vivait Emma changea de propriétaire 2 fois. Les Hartley étaient partis en 2009, incapables de rester dans un lieu si chargé de douleur. Rachel déménagea en Ohio pour se rapprocher de sa sœur. Tom resta en Pennsylvanie, se remaria finalement, tenta de construire quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Mais Emma ne les quitta jamais, pas vraiment. Et puis, à l'été 2023, tout changea. La Pennsylvanie subissait l'une des pires sécheresses de son histoire. Les températures dépassaient les 32 degrés depuis des semaines. Le niveau des rivières avait diminué de moitié. Des alertes sur les réservoirs d'eau furent émises dans tout l'État. Dans les zones rurales, les puits privés commencèrent à s'assécher. Les agriculteurs regardaient leurs récoltes se flétrir. Les propriétaires rationnaient les douches et cessaient d'arroser leurs pelouses. À Millbrook, une femme âgée nommée Iris Wendell faisait face au même problème. Âgée de 71 ans, elle vivait seule dans une modeste maison de plain-pied à l'est de la ville. Elle avait acheté la propriété en 2006, faisant une bonne affaire car le propriétaire précédent était parti précipitamment et la maison était restée vide pendant plus d'1 an. La maison nécessitait des travaux, mais cela ne dérangeait pas Iris. Elle l'avait rénovée, planté un jardin, en avait fait son foyer. Début juillet, son puits ne donnait plus qu'un filet d'eau. Mi-juillet, il s'arrêta complètement. Rien ne sortait des robinets. Iris appela une entreprise de service de puits basée dans le comté voisin. On lui dit qu'ils étaient débordés d'appels, que les puits de tout le monde tombaient en panne, mais qu'ils enverraient quelqu'un d'ici la fin de la semaine. Le 18 juillet, un technicien nommé Kevin Marsh arriva chez elle peu après midi. Il avait 38 ans, trapu, le visage brûlé par le soleil, vêtu d'une chemise de l'entreprise et de bottes de travail couvertes de boue. Il faisait ce métier depuis 15 ans. Il avait tout vu, des tubages effondrés, des pompes rouillées,
des puits creusés 100 ans plus tôt qui rendaient enfin l'âme. Il se dirigea vers l'arrière-cour d'Iris, où se trouvait le puits. C'était un vieux puits en pierre, du genre qu'on ne construisait plus, datant probablement du XIXe siècle, voire d'avant. L'ouverture était recouverte d'un couvercle en bois pourri et d'une couche de grillage pour empêcher les animaux d'entrer. Kevin retira le couvercle et regarda à l'intérieur. Le puits était sombre, étroit, bordé de pierres empilées qui s'étaient déplacées au fil des décennies. Il ne voyait pas le fond. Il installa son équipement, une petite caméra étanche attachée à un câble, avec une lumière montée à l'avant. Il la descendit lentement, observant l'image sur un moniteur portable. La caméra plongea dans l'obscurité, les parois du puits défilant, luisantes de mousse et de dépôts minéraux. À 6 mètres, la lumière capta le scintillement de l'eau accumulée sur les bords. À 9 mètres, le puits s'élargissait légèrement, les pierres plus inégales. À 12 mètres, la caméra s'arrêta de bouger. Kevin avait heurté quelque chose. Il ajusta l'angle, essayant de voir ce qui bloquait le passage. L'écran montrait un tissu, sombre, pourri, enchevêtré dans les pierres au fond du puits. On aurait dit de la toile, peut-être une bâche, à moitié enfouie dans la boue et les débris. Kevin fronça les sourcils. Les gens jetaient toutes sortes de détritus dans les vieux puits, des ordures, des déchets de construction, des choses dont il ne voulait pas s'occuper. Mais quelque chose clochait. Il remonta la caméra de quelques centimètres et la redescendit, essayant d'obtenir un meilleur angle. Le tissu bougea légèrement, et c'est alors qu'il le vit. Une forme, petite, enroulée dans une bâche, et à côté, coincé entre deux rochers, quelque chose de rose. L'estomac de Kevin se noua. Il fixa le moniteur, sa main se mit soudain à trembler. Il faisait ce métier depuis 15 ans. Il savait ce qu'il regardait. Il remonta la caméra, la déconnecta et retourna à son camion. Il ne dit rien à Iris. Il est simplement monté, a fermé la portière et a appelé les secours. En moins de 2 heures, la propriété fut envahie. Des voitures de police bloquaient la rue. Du ruban jaune fut tendu autour du jardin. Des équipes de la police scientifique arrivèrent dans des camionnettes blanches transportant du matériel et de lourdes mallettes. Iris Wendell se tenait sur son porche, confuse et terrifiée, regardant des étrangers prendre possession de sa propriété. Personne ne voulait lui dire ce qui se passait. On se contentait de lui poser des questions. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Qui était le propriétaire de la maison avant vous? Êtes-vous déjà descendu dans le puits? En fin d'après-midi, une grue fut amenée sur les lieux. Le puits était trop étroit et trop instable pour y faire descendre quelqu'un en toute sécurité. Il fallait donc en extraire le contenu avec précaution, pièce par pièce. Un archéologue judiciaire supervisa l'opération, dirigeant l'équipe alors qu'elle descendait des câbles et un système de harnais dans le puits. Cela prit des heures. Le soleil se couchait lorsqu'ils remontèrent le premier indice, un morceau de bâche en toile pourrie, noirci par le temps et l'humidité. Puis un autre morceau. Puis quelque chose de plus petit, de fragile, enveloppé dans des couches de tissu décomposés. Des restes humains. Le squelette d'un enfant. Petit, délicat, les os noircis par le temps et l'eau. Ils furent soigneusement placés dans des sacs à sceller, étiquetés, photographiés. Puis, à 13 mètres de profondeur, coincés entre deux pierres près du fond, ils trouvèrent une basket d'enfant, rose, délavée et pourrie, mais encore reconnaissable. Les enquêteurs devinrent silencieux. L'une d'entre eux, une sergente de la police d'État nommée Linda Ortiz, travaillait dans la région depuis plus de 10 ans. Elle se souvenait de l'affaire Emma Hartley.
Tout le monde à Millbrook s'en souvenait, même si on n'en parlait plus. Elle regarda la basket, puis la maison, puis les registres de propriété sur son téléphone. L'adresse correspondait. C'était l'ancienne maison de Dale Pruitt. Le FBI fut contacté immédiatement. À minuit, des agents fédéraux étaient sur place. Les restes furent transportés au laboratoire de médecine légale de l'État à Harrisburg sous haute sécurité. Les médias eurent vent de l'histoire dès le matin. Les camions de reportage revinrent à Millbrook pour la première fois en près de 2 décennies. Les journalistes se tenaient devant la maison d'Iris Wendell, spéculant, posant des questions auxquelles personne ne pouvait encore répondre. Rachel Hartley fut prévenue le 19 juillet, juste après 9 heures du matin. Elle vivait dans un petit appartement près de Cleveland, travaillait à temps partiel dans une bibliothèque, essayant de mener une vie tranquille. 2 agents du FBI frappèrent à sa porte. Elle sut au moment où elle les vit. Elle sut avant même qu'il n'ait dit un mot. Ils lui dirent que des restes avaient été trouvés à Millbrook. Un enfant. Ils pensaient que c'était peut-être Emma, mais ils avaient besoin d'une confirmation ADN. Ils avaient besoin qu'elle vienne fournir un échantillon pour comparaison. Rachel ne se souvint pas de ce qu'elle dit. Elle ne se souvint pas de s'être assise. Elle se souvint juste du son qui sortit d'elle, quelque chose entre un cri et un sanglot, et de la façon dont le sol sembla basculer sous ses pieds. Tom Hartley reçut l'appel 1 heure plus tard. Il vivait à Scranton, s'était remarié, travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise de logistique. C'est sa seconde femme, Angela, qui répondit au téléphone. Elle le lui tendit, le visage pâle. Tom écouta l'agent du FBI à l'autre bout du fil, sa main serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Quand l'appel se termina, il s'assit sur le canapé et ne bougea pas pendant 10 minutes. Puis il monta dans sa voiture et conduisit jusqu'à Millbrook. L'analyse médico-légale prit 2 semaines. L'extraction d'ADN à partir de restes squelettiques immergés dans l'eau pendant 20 ans était complexe. Les os étaient dégradés, contaminés par la terre et les minéraux. Mais le laboratoire travailla avec soin, méthodiquement extrayant l'ADN mitochondrial du fémur et le comparant aux échantillons fournis par Rachel Hartley. La couverture médiatique était implacable. Chaque podcast sur les faits divers, chaque journal, chaque forum en ligne parlait à nouveau d'Emma Hartley. Les théories explosaient sur les réseaux sociaux. Des personnes ayant vécu à Millbrook en 2003 furent interviewées. Le nom de Dale Pruitt revenait sans cesse, même s'il était parti depuis 18 ans et que personne ne savait où il se trouvait. Rachel resta en Ohio, incapable de retourner à Millbrook. Elle ne pouvait pas y faire face. Elle ne pouvait pas retourner dans cette ville, se tenir devant les caméras, répondre aux questions. Elle attendit près de son téléphone, mangeant à peine, dormant à peine, piégée dans les mêmes limbes terribles où elle se trouvait depuis 20 ans. Tom, lui, y retourna. Il logea dans un motel en périphérie de la ville et rencontrait les enquêteurs tous les jours. Ils lui expliquèrent ce qu'ils savaient, ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils essayaient encore de reconstituer. Il demanda si Emma avait souffert. Ils ne purent le lui dire. Ils dirent que les restes étaient trop dégradés pour déterminer la cause de la mort. C'était censé être réconfortant, mais ça ne l'était pas. Le 2 août 2023, les résultats ADN revinrent. Le FBI appela d'abord Rachel, puis Tom. Les restes trouvés dans le puits, derrière le 427 Oakwood Drive à Millbrook, Pennsylvanie, furent confirmés comme étant ceux d'Emma Mary Hartley,
âgée de 7 ans au moment de sa mort, disparue depuis le 14 juin 2003. Rachel s'effondra. Sa sœur la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Tom resta assis dans sa chambre de motel, fixant le mur, le téléphone toujours à la main. Après 20 ans à ne pas savoir, à espérer contre tout espoir qu'Emma était peut-être quelque part, vivante, vivant sous un autre nom, trop effrayée ou trop confuse pour rentrer à la maison. Après 20 ans de cet espoir désespéré et irrationnel, c'était fini. Emma était morte. Elle avait été morte tout ce temps, et elle se trouvait à moins de 100 mètres de sa propre maison. La découverte des restes d'Emma Hartley n'a pas seulement rouvert l'affaire, elle l'a ravivée. Dans les jours qui suivirent la confirmation ADN, l'enquête fut de nouveau confiée au FBI, en collaboration avec la police de l'État de Pennsylvanie et une nouvelle génération d'enquêteurs qui n'étaient pas là en 2003. Le puits d'Oakwood Drive redevint une scène de crime active. Les équipes de la police scientifique bouclèrent tout l'arrière-cour, installèrent des éclairages et commencèrent le processus méticuleux de tout documenter. Les restes avaient été envoyés à l'unité d'anthropologie judiciaire du laboratoire d'État. Le docteur Maya Chandra, spécialiste de l'analyse des traumatismes osseux, dirigea l'examen. Elle avait déjà travaillé sur des affaires non résolues, mais celle-ci avait un poids particulier. Tout le monde au laboratoire connaissait le nom d'Emma Hartley. Tout le monde se souvenait de l'histoire. Le rapport du docteur Chandra prit 3 jours à être complété. Il confirmait ce qu'il savait déjà. Les restes appartenaient à un enfant d'environ 7 ans au moment de la mort, ce qui correspondait à l'âge et à la description physique d'Emma. Mais il révélait quelque chose de plus. Le rapport médical faisait état de fractures, de multiples fractures aux côtes, au bras gauche et, plus grave encore, d'une fracture avec enfoncement à l'arrière du crâne, le type de blessure causée par un traumatisme violent avec un objet contondant. Le document précisait que l'ensemble des fractures correspondait à une chute, possiblement dans le puits lui-même, où le corps aurait pu heurter les parois en pierre. Mais la fracture du crâne racontait une toute autre histoire. Elle était localisée, concentrée, le genre d'impact qui suggérait un coup direct ou une collision avec une surface dure et anguleuse. Le docteur Chandra avait noté dans son rapport que la blessure aurait provoqué une hémorragie importante et aurait probablement fait perdre connaissance à Emma sur le champ. La mort serait survenue en quelques minutes, peut-être même plus rapidement, si la chute dans le puits avait causé des traumatismes supplémentaires. Le puits lui-même fut réexaminé. Des ingénieurs légistes mesurèrent sa profondeur, sa largeur, l'état de la maçonnerie. Ils documentèrent l'emplacement de chaque pierre au fond, les comparant à la position des restes. Ils examinèrent également la couverture en bois qui était en place en 2003. Iris Wendell avait encore les vieilles planches pourries dans sa remise. Elle les avait remplacées des années auparavant, mais ne les avait jamais jetées. Les enquêteurs les récupérèrent et les analysèrent dans le laboratoire. Les planches étaient vieilles, cassantes, à moitié rongées par les termites et la pourriture. En 2003, elles devaient être encore plus fragiles. Il n'aurait fallu presque aucun effort pour les retirer. Un enfant aurait pu le faire. Mais plus important encore, un adulte aurait pu les enlever, jeter quelque chose ou quelqu'un dans le puits et les remettre en place sans laisser de traces évidentes. Puis, les enquêteurs découvrirent autre chose. Enfouis dans les dossiers de l'affaire de 2003, dans une pile de transcriptions d'interrogatoires et de registres de preuves qui dormaient dans des boîtes depuis 20 ans,
se trouvait un détail qui avait été noté mais jamais approfondi. Lors de l'enquête initiale, Dale Pruitt avait dit au détective qu'il avait travaillé dans son jardin la semaine de la disparition d'Emma. Du jardinage, avait-il dit, je remettais de l'ordre dans le jardin. Un reçu d'une quincaillerie locale, daté du 12 juin 2003, montrait que Pruitt avait acheté 25 kilos de terreau, du gravier et un rouleau de bâche en plastique très résistante. À l'époque, cela n'avait pas semblé significatif. Les gens achetaient tout le temps du matériel de jardinage. Mais maintenant, sachant que le corps d'Emma avait été caché dans le puits de son jardin, le reçu prenait une toute autre signification. Pruitt s'était préparé, ou il avait cherché à couvrir ses traces. Les détectives consultèrent les registres de propriété, les images satellites, tout ce qui pourrait montrer à quoi ressemblait le jardin de Pruitt en 2003 par rapport à plus tard. Ils trouvèrent un voisin qui avait pris des photos lors d'une fête de quartier en juillet de cette année-là. L'une des photos montrait le jardin de Pruitt au loin. La zone autour du puits semblait fraîchement retournée, une terre plus sombre contrastant avec le reste de la pelouse. On aurait dit que quelqu'un avait creusé. Le dossier contre Dale Pruitt s'épaississait, mais il fallait encore le retrouver. Il s'avéra que Pruitt n'était pas allé bien loin. Après avoir quitté Millbrook en 2005, il avait déménagé dans l'Ohio, passant d'une petite ville à l'autre, enchaînant les petits boulots au noir, se faisant discret. En 2018, sa santé avait commencé à décliner. Diabète, problèmes cardiaques, un début de démence. Il avait été placé dans un établissement de soins de longue durée près de Toledo, vivant sous le nom de Dale Pritchard. Un petit changement, facile à manquer, mais suffisant pour le maintenir hors des radars. Les enquêteurs le retrouvèrent le 9 août 2023. Deux agents du FBI et un détective de la police d'État arrivèrent au centre de soins Sunrise juste après 10 heures du matin. Ils demandèrent à parler à Dale Pritchard et le personnel les conduisit à sa chambre au deuxième étage. Pruitt avait maintenant 73 ans. Il avait perdu du poids, son visage était émacié et pâle, ses mains tremblaient légèrement à cause des médicaments, de l'âge ou des deux. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre lorsque les agents entrèrent. Il leva les yeux vers eux et pendant un instant ne dit rien. Puis, son expression changea. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme s'il s'attendait à cette visite depuis 20 ans. Ils l'emmenèrent dans une salle d'interrogatoire au poste de police locale. Il ne demanda pas d'avocat tout de suite. Peut-être était-il trop fatigué. Peut-être pensait-il que cela n'avait plus d'importance. L'interrogatoire fut enregistré, vidéo et audio horodaté. Tout fut fait dans les règles de l'art. L'agente principale, une femme nommée Sarah Kellerman, s'assit en face de Pruitt et exposa les preuves. Ils avaient retrouvé Emma Hartley. Ils l'avaient trouvée dans le puits derrière son ancienne maison. Ils avaient une confirmation ADN. Ils avaient des preuves médico-légales montrant qu'elle avait subi un traumatisme avant d'être placée dans le puits. Ils avaient des reçus prouvant qu'il avait acheté du matériel pour maquiller une scène. Ils avaient des témoignages de 2003 disant qu'il s'était comporté étrangement, refusant de coopérer, tenant les enquêteurs à l'écart. Pruitt resta assis, les yeux fixés sur la table. Il ne répondit pas. L'agente Kellerman continua. Elle lui dit qu'il savait qu'il était le coupable. La question n'était pas de savoir s'il l'avait fait. La question était pourquoi. Et la question était de savoir s'il allait dire la vérité maintenant,
après tout ce temps, ou s'il emporterait son secret dans la tombe. Pruitt leva la tête. Ses yeux étaient humides. Il demanda de l'eau. On lui en donna. Il but lentement, les mains tremblantes, puis il commença à parler. Il dit qu'il avait vu Emma ce jour-là, le 14 juin 2003. Il était dans son garage et il l'avait vue jouer dans son allée. Il dit qu'elle paraissait si petite, si seule. Il dit qu'il n'avait rien prévu. Il ne savait pas ce qui lui était passé par la tête, mais il s'était approché du bord de son terrain et l'avait appelée. Il lui avait dit qu'il avait quelque chose à lui montrer. Un bébé lapin, avait-il dit, attrapé dans une boîte dans son jardin. Voudrait-elle le voir? Emma avait hésité, mais il avait souri, et elle l'avait suivi. Pruitt raconta qu'il l'avait conduite dans son jardin, vers le vieux puits. Il dit qu'il voulait juste lui parler. Il dit qu'il se sentait seul et qu'elle lui rappelait sa nièce, décédée des années plus tôt. Il dit qu'il ne voulait pas lui faire peur, mais quand il a essayé de la faire s'asseoir, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle a essayé de courir vers l'avant de la maison. Pruitt dit qu'il l'a attrapée. Il ne voulait pas qu'elle parte. Il ne voulait pas qu'elle le dise à qui que ce soit. Elle a crié, et il a mis sa main sur sa bouche. Ils se sont débattus. Elle s'est dégagée, a trébuché en arrière, et sa tête a heurté le rebord du puits, le vieux rebord en pierre, rugueux et tranchant. Elle s'est effondrée. Du sang coulait de l'arrière de sa tête. Pruitt dit qu'il a paniqué. Il a cherché un pouls, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Ses mains tremblaient. Il dit que ses yeux étaient ouverts, mais qu'elle ne bougeait plus. Il ne savait pas si elle était inconsciente ou morte. Et puis, dit-il, il a pris la pire décision de sa vie. Il a retiré la couverture en bois du puits. Elle était déjà pourrie, facile à déplacer. Il a soulevé Emma. Elle était si légère, dit-il, et il l'a laissée tomber dans le puits. Il a entendu son corps heurter les pierres en descendant, puis le bruit de l'eau au fond. Il a remis la couverture. Il est rentré, s'est lavé les mains, s'est assis sur son canapé et a attendu. Il a attendu que quelqu'un vienne, que la police frappe à sa porte, qu'on fouille son jardin, qu'on la trouve. Mais personne n'est venu, ni ce jour-là, ni le lendemain. Au moment où ils sont venus l'interroger, il s'était convaincu qu'il pourrait s'en tirer. Il avait passé la semaine suivant la disparition d'Emma à remblayer des parties de son jardin, à étaler du gravier et de la terre sur les zones qui semblaient avoir été remuées, remplaçant les planches du puits par de nouvelles, plus solides, qu'il avait achetées à la quincaillerie. Quand les chiens renifleurs de cadavres s'étaient agités près de la limite de sa propriété en 2003, il avait failli avouer, mais il n'avait rien trouvé. Et quand ils avaient fouillé sa maison sans succès, il avait su qu'il était en sécurité. Il avait vécu avec ce secret pendant 20 ans. Il dit que cela l'avait détruit. Il dit qu'il pensait à Emma chaque jour. Il dit qu'il voulait le dire à quelqu'un, mais qu'il avait trop peur. Et puis, avec le temps, il était devenu plus facile de se taire, de prétendre que rien ne s'était passé, de laisser l'affaire se refroidir et tomber dans l'oubli. Mais elle n'était pas tombée dans l'oubli. Pas pour Rachel Hartley, pas pour Tom, pas pour les enquêteurs qui n'avaient jamais cessé de se demander ce qui était arrivé à cette petite fille. L'interrogatoire dura 4 heures. À la fin, Pruitt avait tout avoué. Le 12 août 2023, il fut officiellement arrêté et inculpé d'homicide involontaire, de dissimulation de preuves, d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de recel de cadavre. Compte tenu de son âge et de sa santé, il fut placé en détention provisoire sans caution dans une unité médicale de la prison du comté. La nouvelle se répandit rapidement.
L'affaire Emma Hartley était résolue. Après 20 ans, le responsable avait enfin été arrêté. Mais pour Rachel et Tom, ce dénouement avait un goût amer. Emma ne rentrerait pas à la maison. Elle avait été là tout ce temps, à moins de 100 mètres, et personne ne l'avait su. Personne ne l'avait sauvée. La justice arrivait, mais elle arrivait 20 ans trop tard. Dale Pruitt ne fut jamais jugé. Son avocat lui conseilla de ne pas contester les charges, ce qui aurait été inutile. Les preuves étaient accablantes. Les aveux étaient enregistrés. Un jury l'aurait condamné en moins d'une heure. Ainsi, le 3 octobre 2023, lors d'une brève audience au tribunal du comté, Pruitt plaida coupable de tous les chefs d'accusation. Il se tenait devant le juge, frêle et voûté, portant une combinaison orange trop grande pour sa silhouette amaigrie. Il répondit aux questions du juge d'une voix basse et rauque. Oui, il comprenait les charges. Oui, il plaidait coupable de son plein gré. Oui, il comprenait qu'il serait condamné à la prison. L'audience de détermination de la peine fut fixée au 14 novembre 2023. Rachel Hartley assista à chaque comparution, chaque audience préliminaire, chaque moment où Pruitt était amené dans une salle d'audience. Elle s'asseyait au premier rang, juste derrière la table de l'accusation, les mains jointes sur ses genoux, le visage impassible. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Elle se contentait de fixer la nuque de Pruitt comme pour le forcer à la regarder. Il ne le fit jamais. Tom Hartley venait aussi, mais il s'asseyait plus en retrait. Sa seconde épouse, Angela, l'accompagnait pour le soutenir. Tom paraissait plus vieux que ses 54 ans. Ses cheveux avaient grisonné. Son visage était marqué par l'épuisement. Il avait dit aux journalistes devant le tribunal qu'il voulait juste que ce soit fini. Il voulait qu'Emma puisse reposer en paix. Il voulait cesser de revivre le 14 juin 2003, chaque jour de sa vie. L'audience se tint dans une salle comble. Famille, journalistes, enquêteurs et membres du public qui avaient suivi l'affaire pendant 20 ans remplissaient les bancs. Pruitt fut amené, menotté, les mains enchaînées devant lui. Il se déplaçait lentement, entraînant les pieds, les yeux rivés au sol. La juge, une femme nommée Kathleen Riordan, était en poste depuis 18 ans. Elle avait présidé d'innombrables affaires criminelles, mais celle-ci était différente. Elle avait vécu en Pennsylvanie toute sa vie. Elle se souvenait de la disparition d'Emma Hartley. Elle se souvenait des battues, des avis de recherche, de la peur qui s'était répandue dans les communautés de tout l'État. Et maintenant, 2 décennies plus tard, elle allait prononcer la sentence de l'homme responsable. Avant d'imposer la peine, la juge Riordan autorisa les déclarations des victimes. Rachel Hartley fut la première à parler. Elle s'approcha lentement du pupitre, tenant un morceau de papier plié. Elle ne regarda pas Pruitt. Elle ne regarda personne. Elle déplia simplement le papier, l'aplatit et commença à lire. Sa voix était faible au début, légèrement tremblante, mais elle devint plus forte à mesure qu'elle continuait. Elle parla du jour où Emma avait été enlevée, comment elle pliait le linge, comment elle avait vérifié que sa fille allait bien quelques minutes avant, comment tout avait été normal jusqu'à ce que tout bascule. Elle parla de la première nuit, qu'elle avait passée éveillée à prier pour qu'Emma soit en sécurité, pour que celui qui l'avait prise la ramène. Elle parla des semaines qui avaient suivi, des recherches, des interrogatoires, de l'espoir désespéré que quelqu'un, quelque part, ait vu sa fille. Elle parla des années, 20 ans sans savoir, 20 ans de faux espoirs à chaque coup de téléphone, à chaque fois qu'un article de presse annonçait qu'un enfant disparu
avait été retrouvé vivant. 20 ans à imaginer Emma quelque part, en train de grandir, peut-être sans se souvenir de sa famille, mais vivante. Elle dit que l'espoir avait été la plus cruelle des tortures, car l'espoir signifiait qu'elle ne pouvait pas faire son deuil, ne pouvait pas lâcher prise, ne pouvait pas accepter que sa fille soit partie. La voix de Rachel se brisa lorsqu'elle parla de la chambre d'Emma. Elle dit qu'elle l'avait gardée exactement comme elle était. Les peluches sur le lit, les dessins au crayon sur les murs, les vêtements encore pliés dans les tiroirs. Elle dit que son mariage n'avait pas survécu à la douleur. Tom et elle s'étaient aimés, mais le poids de la perte d'Emma les avait écrasés. Ils étaient devenus des étrangers, piégés dans des silences distincts, chacun se noyant seul. Elle parla des anniversaires, les 8 ans d'Emma, ses 9 ans, ses 10 ans, chacun marqué en privé par un gâteau que Rachel préparait et des bougies qu'elle soufflait elle-même. Elle dit qu'elle se demandait souvent à quoi ressemblerait Emma à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, quel genre de personne elle serait devenue. Puis, Rachel leva les yeux de son papier. Elle regarda directement Dale Pruitt. Sa voix était maintenant ferme, glaciale. Elle dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Elle dit qu'il avait tout volé. Il avait volé la vie d'Emma. Il avait volé 20 ans de la vie de Rachel. Il avait volé toute possibilité de paix. Et pourquoi? Parce qu'il se sentait seul? Parce qu'il avait paniqué? Elle dit que sa lâcheté avait détruit bien plus qu'une seule famille. Elle avait détruit le sentiment de sécurité d'une communauté. Elle avait détruit la foi en la justice. Quand Rachel eut terminé, elle replia le papier, retourna à sa place et s'assit. Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes. Tom Hartley parla ensuite. Sa déclaration fut plus courte, mais non moins pesante. Il remercia les enquêteurs qui n'avaient jamais cessé de travailler sur l'affaire, même lorsqu'elle était devenue un dossier classé. Il remercia les équipes médico-légales qui avaient traité les restes d'Emma avec soin et dignité. Et il remercia Kevin Marsh, le technicien des puits, pour avoir fait la découverte qui avait enfin ramené Emma à la maison. La voix de Tom se cassa en disant ces mots, enfin ramener Emma à la maison, car pendant 20 ans, elle avait été perdue. Et maintenant, au moins, elle pouvait reposer en paix. La juge Riordan écouta les deux déclarations en silence. Puis elle se tourna vers Dale Pruitt et lui demanda s'il avait quelque chose à dire. L'avocat de Pruitt se leva et déclara que son client souhaitait s'adresser à la cour. Pruitt se leva lentement, s'agrippant à la table pour se soutenir. Il regarda en direction de Rachel et Tom, mais ne put croiser leurs regards. Sa voix était à peine un murmure. Il dit qu'il était désolé. Il dit qu'il savait que cela ne voulait rien dire, que cela ne changeait rien, mais il voulait qu'il le sache. Il dit qu'il avait vécu avec ce qu'il avait fait chaque jour pendant 20 ans, et que cela l'avait détruit. Il dit qu'il méritait la punition qu'il recevrait. Rachel ne réagit pas. Elle se contenta de le fixer, le visage de pierre. La juge Riordan prononça la sentence. 25 ans dans une prison d'État, sans possibilité de libération conditionnelle. Étant donné l'âge et la santé déclinante de Pruitt, c'était de fait une condamnation à vie. Il mourrait en prison. La salle d'audience était silencieuse pendant que la juge parlait. Quand elle eut fini, Pruitt fut emmené, enchaîné. Il ne se retourna pas. Emma Hartley fut inhumée le 22 novembre 2023. Ce fut une cérémonie privée dans un petit cimetière juste à l'extérieur de Millbrook. Seule la famille et quelques amis proches étaient présents.
Le cercueil était petit, blanc, couvert de fleurs sauvages. Rachel et Tom se tenaient côte à côte près de la tombe, sans se toucher, mais unis dans leur chagrin. Un pasteur parla brièvement, mais ses mots semblaient lointains, inadéquats. La pierre tombale d'Emma était simple, en marbre blanc, gravée de son nom, de ses dates et d'une seule ligne. À jamais 7 ans, enfin à la maison. La ville de Millbrook organisa un mémorial public la semaine suivante. Des centaines de personnes vinrent. Certaines avaient connu Emma, certaines l'avaient cherchée 20 ans plus tôt. D'autres avaient simplement grandi en entendant son histoire et voulaient lui rendre hommage. Ils allumèrent des bougies, déposèrent des fleurs, se tinrent en silence. Rachel y assista, mais ne resta pas longtemps. Elle ne supportait pas la foule, les condoléances bien intentionnées, les étrangers, qui disaient comprendre alors qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Quelques jours plus tard, par un froid matin de décembre, Rachel se rendit seule au cimetière. Elle se gara, traversa les rangées de pierres tombales et s'arrêta devant la tombe d'Emma. Elle s'agenouilla dans l'herbe couverte de givre et déposa un bouquet de fleurs sauvages, les mêmes qu'Emma dessinait à la craie, sur le trottoir toutes ces années auparavant. Rachel resta là longtemps, son souffle formant une buée dans l'air froid. Elle toucha la pierre tombale, traça le nom d'Emma avec ses doigts, puis, d'une voix si basse qu'elle se perdait presque dans le vent, elle murmura « Je n'ai jamais cessé de te chercher ». À Millbrook, le vieux puits de pierre sur Oakwood Drive avait été scellé. Du béton avait été coulé dans le conduit, le remplissant jusqu'en haut, lissé en surface. La propriété avait été revendue. Iris Wendell était partie vivre avec sa fille dans un autre État. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison, pas après ce qu'on y avait trouvé. Le puits avait disparu maintenant, enterré, silencieux, mais il avait finalement révélé son secret. Après 20 ans, il avait rendu Emma Hartley au monde. Et ce faisant, il était devenu le témoin d'une vérité que personne ne voulait accepter, que parfois, les réponses que nous cherchons sont plus proches que nous ne l'aurions jamais imaginé, et que parfois, elles arrivent trop tard pour changer quoi que ce soit.